Par conséquent, les événements font que maintenant la lumière est davantage portée sur les moines, mais chacun d'entre nous était menacé. Donc on était préoccupé par les moines, mais évidemment il n'y avait qu'une seule solution pour que personne ne soit touché, c'est que tout le monde parte. Or, c'est cela que certains sont partis, et c'est cela que la majorité n'a pas accepté. Ils ont dit nous n'abandonnons pas. Quand le père Claverie a été assassiné, qui était l'évêque d'Oran, le 1er août 1996, la bombe a été mise dans son évêché et il en a été victime avec le jeune Algérien qui l'accompagnait pour porter ses affaires. Quand je suis retourné en septembre pour voir la situation dans le diocèse d'Oran, personne n'était parti de son poste. Or, on ne savait pas en septembre 96 si on allait encore être victime. Il y avait aussi l'assassinat des 4 pères blancs de Tizi Ouzou, le père Charles Decker, c'est les 3 autres religieux qui étaient avec lui. Et moi, je reviens un peu à une autre question, avant de donner la parole à Malika Etaoudia. Est-ce que ça a été très dur pour vous de vivre cette période d'enlèvement, surtout que beaucoup de zones d'ombre juste après leur enlèvement? Ça a été comment? Vous avez vécu comment cette période? On n'a pas commencé d'abord par avoir la souffrance de nos propres victimes. On a eu la souffrance de la mort et de l'assassinat de beaucoup d'amis algériens. Les premières victimes de la communauté chrétienne parmi les prêtres religieux et religieuses, c'était le 8 mai 1994, avec un religieux qui était dans la Casbah, une autre religieuse. Mais bien avant cette date-là, 92, 93 et le début de 94, on avait beaucoup d'amis algériens qui avaient été victimes. On accompagnait les familles au cimetière, pour ne citer que quelques noms. Le professeur Boussepsi s'occupait des handicapés, il travaillait avec nous pour les handicapés. J'avais dîné avec lui 15 jours avant qu'il ne soit assassiné. Le professeur Belkhenchir, qui était pédiatre et qui travaillait à Birtraria, il était à dîner chez nous une semaine avant qu'il ne soit assassiné. Le docteur chirurgien dentiste Aslaoui, je l'avais rencontré peu de temps avant. Autrement dit, nous étions tous, comme tout le peuple algérien, devant cette violence. Elle a touché d'abord nos amis avant de toucher les membres de notre communauté. Donc on vivait cette souffrance avec tous les autres. L'un des premiers qui a été assassiné, comme vous le savez, c'est Tahar Djaout. Tahar Djaout, il venait assez souvent rendre visite à la petite communauté chrétienne de Bellecour, où il y avait le père Scotto, visite d'amitié, jouer aux cartes, etc. Autrement dit, ces violences, on les a souffert d'abord dans la vie d'amis algériens, de tous les quotidien, Algériens, et puis ensuite on a eu ces attaques, dont celle que vous venez d'évoquer, des 4 pères blancs qui se trouvaient à Tizi Ouzou, qui ont été assassinés le 27 décembre 1994, probablement en lien avec ce qui venait de se passer, le détournement de l'avion, et 4 personnes parmi ceux qui avaient fait ce détournement ont été victimes de la violence à Marseille. Il y a eu cet assassinat le lendemain, on a pensé que c'était en lien avec cet enlèvement. Très bien. Moi, je reviens à Malik. Beaucoup d'écrits de presse, de commentaires. On fait état d'une gestion franco-française de l'enlèvement des moines de Tibhilin. Beaucoup disent que aussi la partie française a quelque part une part de responsabilité dans la manière avec laquelle ils sont rentrés en contact avec les éléments du JA, comment ils ont pu négocier clandestinement avec des émissaires du JA qui étaient eux en contact avec Jamal Zitouni. Vous avez évoqué ça, vous avez d'ailleurs interviewé l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, l'ex-préfet de voilà. C'est Marcani, j'en parle. Tout à fait. Et donc, est-ce que vous créditez cette thèse? Ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, Jean-Charles Marcani, à la demande de Jacques Chirac, a essayé de mener une négociation secrète. Il ne l'a pas faite, cette négociation, à l'insu des autorités algériennes, parce qu'avant de la commencer, il savait qu'il ne pourrait rien faire en Algérie sans les autorités algériennes. Il a informé l'armée algérienne de sa démarche. En l'occurrence,
feu le général Smaïl Lamari qui conduisait une partie de la lutte antiterroriste. Donc il l'a tenu informé de ses démarches. Smaïl Lamari lui a demandé de ne pas rencontrer le GIA sur le territoire algérien pour des raisons de souveraineté. Donc les rencontres se sont faites à Marseille, à Toulon et en Tunisie, avec l'émissaire de Jamel Zitouni. À un moment, le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, a appris que des négociations secrètes avaient lieu. Et il a considéré que ces négociations n'avaient pas lieu d'être. Et il a mis un terme à ces négociations. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et est-ce que, par exemple, cette gestion un peu, disons, clandestine des autorités françaises ont précipité l'assassinat par le GIA, des 7 moines? Il y a eu beaucoup de manipulation dans la façon de raconter la tragédie algérienne. Et je ne voudrais pas apporter de l'eau à cette manipulation. Mon travail avec Séverine Labat, c'est de raconter ce qui s'est passé, pas ce qui aurait pu se passer. Autrement dit, je ne sais pas si Jean-Charles Marchiani aurait pu obtenir la libération des moines, sains et saufs, si Juppé, autrement dit, est-ce que Juppé a tué les moines? Je n'en sais rien, parce que les choses ne s'étant pas produites. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se serait passé. Tout ce que je peux dire, c'est voilà comment les choses se sont passées. Alain Juppé a mis un terme aux négociations. Est-ce que Jean-Charles Marchiani les aurait libérés? Peut-être, peut-être pas. Mais je ne veux pas raconter ce qui n'a pas existé et ce qui aurait pu. Parce que vous n'avez pas rencontré Alain Juppé d'ailleurs dans Alain Juppé ne veut pas parler. Mais de toute façon, il a répondu à cette question. Il a déjà répondu. Il a dit j'ai mis un terme. J'ai rencontré en revanche, puisqu'il est dans le documentaire, Hervé de Charette, qui était ministre des Affaires étrangères, et il nous dit bien qu'il a ordonné au porte-parole du Quai d'Orsay de publier un communiqué disant qu'il n'y avait pas de négociation. Donc il a mis un terme aux négociations. Donc c'est pas un secret non plus. Du tout, du tout. On évoque aussi dans toute cette question aussi le rôle joué par le colonel Clément, qui était l'attaché militaire de la DGSE à l'ambassade de France. On disait aussi il était lui aussi n'avait pas, enfin il avait un peu 2 interlocuteurs. D'un côté il avait son autorité militaire et d'un autre côté aussi le réseau informel qui, eux... C'est le rôle d'un service de renseignement dans un pays, surtout en guerre civile, d'essayer d'établir des relations pour essayer de voir quelque chose. Seulement, il faut bien le faire, il faut être efficace. En l'occurrence, le colonel Clément a été complètement inefficace. En résumé, c'est quoi? Il reçoit un émissaire du GIA avec la voix des moines, une cassette où sont enregistrées les voix des moines, pour authentifier qu'il est bien l'émissaire du GIA, parce qu'après tout, n'importe qui pourrait se présenter à l'ambassade de France, dire Jamel Zitouni m'envoie, voilà. Mais est-ce qu'il a authentifié alors, vous avez Monseigneur Tessier qui est là, qui a écouté les voix et qui les a authentifiées parce qu'il les connaissait. Donc, Monseigneur Tessier a entendu les voix. Alors, l'inefficacité du colonel? Non, c'est qu'il y a plusieurs choses, Et après, on peut éventuellement émettre des hypothèses.